Alors, bonjour tout le monde. Merci, Monsieur le Président, l'assistance aussi. Je viens un peu, je prends les choses un peu à froid. Voilà. L'intitulé, comme vous venez de le dire, Monsieur Fawzi Mahfoud, de ma communication et santé publique et économique au temps des pandémies de l'Antiquité, 4e, 7e siècle après Jésus-Christ. Et en fait, une thématique qui embrasse bien la thématique générale de ce colloque. Le présent travail a pour objectif d'analyser les différentes pandémies qui ont secoué le monde méditerranéen pendant l'Antiquité, tout en mettant l'accent sur les retombées sociales et économiques. Mais en fait, mettre un plan où il y a 3 parties. Donc, je vais parler de Vigie, Salus, Sculap et Télésphore. Une panipodie de termes désignant la santé chez les Grecs et les Romains. Puis, je vais parler de la peste, est-elle la seule épidémie ou pandémie de l'Antiquité? Et enfin, les crises sanitaires durant l'Antiquité, gestion surtout et impact économique. On confond souvent Hygie et Salus d'un côté. Hygie est la déesse grecque de la santé, fille d'Esculape, dieu de la médecine, comme Panacée, déesse de soins, et d'autres qui sont des déesses des remèdes. On la retrouve sur de nombreuses monnaies grecques. De l'autre côté, nous avons Salus, qui est une ancienne divinité romaine, souvent identifiée avec Hygie. Elle est la personnification de la santé, de la guérison et du bien-être de l'empereur et de l'empire. C'est pourquoi, bien que Salus apparaisse sur de nombreuses monnaies romaines, par exemple, elle doit plus souvent être comprise dans un sens politique que dans un contexte purement médical. Il faut dire que la santé de l'empereur est intimement liée à la paix et la sécurité de l'État. S'il vient à disparaître, la guerre civile peut survenir et les ennemis extérieurs peuvent en profiter. Elle est donc une personnification du bien public, voire du bonheur et du salut. Esculape est donc le dieu de la médecine, l'équivalent du grec Esculape, Esculapius. Il est le fils d'Apollon et de Coronis et père, entre autres, d'Hygie et de Télésphore. Avant d'être un dieu mineur du panthéon grec, Esculape était un médecin, puis un héros. C'est le centaure qui lui enseignera l'art de la médecine. Et n'était pas seulement invoqué pour des guérisons, mais pour toute aide ou sauvegarde dans de nombreux domaines. Dans le cadre de culte d'Esculape, les serpents étaient gardés en captivité dans les temples. Télésphore, c'est une divinité locale des alentours des Pergames et assimilé comme fils d'Esculape. Il est le gardien de la convalescence, cette dernière faisant partie intégrante du processus de guérison. Il est celui qui accomplit, qui mène le processus à son terme. Il est représenté sous la forme d'un petit personnage debout de face, sur le monnaie bien sûr je parle, et avec une capuche dans un large manteau. Comme vous le voyez, pour représenter Esculape, j'ai représenté, parce qu'il faut le dire, Esculape, c'est une représentation qu'on trouve sur la monnaie, mais on le trouve souvent sur tout ce qui est monnayage de Septime Sévère, de Caracalla, comme le cas maintenant, et Claudius Albinus aussi. Et j'ai choisi, parce qu'elles sont les plus parlantes pour moi, j'ai choisi ces 2 monnaies. Une, c'est un aureus et l'autre, c'est un denier, où on voit bien les attributs de Sculap. Donc la première, où on voit Caracalla en train de sacrifier devant le temple d'Esculape, et le second, on voit aussi Caracalla, et dans le revers, on voit Esculape avec les attributs aussi, le serpent. Bien évidemment, la sculpture dont il a parlé, Radadou, le premier jour, aussi, elle nous donne beaucoup de renseignements sur cette représentation.
Voilà, mais moi, mon support plutôt, c'est la monnaie, et je vais un peu vers aussi la sculpture pour d'autres détails et d'autres variantes. Donc, c'était là pour parler de ces dieux-là qui représentent, qui désignent la santé, mais il faut le dire, on comprend bien que, que cette santé-là, dans l'Antiquité, était liée à deux formes, hein, deux types. Donc, il y a la santé ou l'hygiène, il y a une hygiène privée et il y a une santé ou hygiène publique. Donc l'hygiène privée, c'est-à-dire prendre soin de sa santé, c'est une forme, hein, et une hygiène publique est un dispositif plutôt moderne lié à la responsabilité que se reconnaissent les gouvernants depuis le XVIe siècle, je parle de l'Europe, d'assurer les conditions nécessaires au maintien de la population en bonne santé. Par ailleurs, il est important de souligner le fait que depuis l'Antiquité, la santé publique existait déjà. Si les Grecs considéraient que la santé est une affaire personnelle, l'État, je veux dire romain, encourageait l'amélioration de la santé publique en construisant les aqueducs pour amener l'eau dans les villes, les thermes ou les bains publics et les réseaux d'évacuation des eaux usées afin de protéger les populations contre les maladies. Donc, et on revient à cette question de l'eau évoquée le premier jour par Sihem Kchaoub. Et c'était intéressant parce qu'on a compris un peu l'évolution des mentalités et le rapport avec l'eau en Occident, surtout dans la période moderne. On comprend bien donc par ces aménagements, notamment urbains, que la prévention des maladies chez les Romains était basée sur l'eau, car l'eau contribue pour une très grande part à la santé. Ça, c'est une citation d'Hippocrate, un médecin grec du siècle de Périclès, aussi un philosophe considéré traditionnellement comme le père de la médecine. D'ailleurs, afin d'arriver à un bon aménagement des villes, le rôle des médecins est très important dans les discussions qui se situent à la croisée entre public, d'aménagement, entre politique d'aménagement urbain, question d'ordre public et une culture médicale qui, à partir d'une rélecture d'Hippocrate, remet au centre la relation entre l'homme et son environnement. D'ailleurs, c'est dans ce cadre qu'Hippocrate affirme son principe fondamental, et je cite, « Il est conseillé de soigner le cadre urbain comme un homme malade. Il faut éloigner son métabolisme des pollutions de l'environnement et le placer inversement en des sites où les forces bénéfiques et la nature peuvent le conforter. » Donc, l'eau, elle était nécessaire et importante pour le maintien de la santé de tout l'empire, de la population, hein, ainsi que des souverains, et en fait pour éviter la grande maladie ou ce qu'on appelle la peste. C'est pour cela que j'ai intitulé la seconde partie du travail « La peste était-elle la seule épidémie ou pandémie de l'Antiquité ?» Donc parce que on va voir que le terme il est très générique. Chroniqueurs, médecins, officiers municipaux ont laissé de multiples témoignages des ravages que la peste avait exercés en Occident. Donc, celle-ci nous est bien connue dans ses multiples atteintes, particulièrement du XIVe au XVIIIe siècle. Néanmoins, les documents les plus anciens laissent peser une ambiguïté sur la nature exacte de ce terme de la peste. Mais chose sûre, la peste est un terme générique et pour certains, c'est un fourre-tout. Utilisé dans l'Antiquité pour désigner tout fléau sanitaire touchant les récoltes et les corps humains. D'où l'invocation des divinités, dont Fébris, dont il a parlé Mohammed Abid le premier jour, divinités que les Romains invoquent afin de préserver précisément la bonne santé des hommes et de leurs alimentations. L'historien Procope de Césarée est l'un des plus illustres témoins de ce qu'on appelle alors peste, nous donne sa description dans son histoire de la guerre contre les Perses, et il dit, et là je cite,
Les malades avaient une fièvre soudaine. Pour certains, un évanouissement profond. Pour d'autres, un violent délire. La mort advenait parfois immédiatement, chez d'autres après de longs jours, et chez certains, le corps était recouvert de pustules noires, presque aussi grosses que des lentilles, et ceci ne survivaient pas, même pas une journée. On comprend donc que Procope est en train de nous présenter les symptômes de toutes ces épidémies de l'Antiquité qui devenaient des pandémies, une version globalisée des épidémies caractérisée par une propagation rapide et un taux de mortalité élevé. Néanmoins, la source ne nous communique pas les causes de la peste, je veux dire les causes médicales, ou de l'épidémie, car selon les médecins d'époque romaine ou moderne, définissent ainsi l'épidémie en disant qu'elles sont certes transmises par des virus ou bactéries, mais en général, ils sont toujours inconnus à leur époque. Par ailleurs, de langue arabe, la peste, le terme peste, donne à ta'oun, non verbal, du verbe ta'ana, qui signifie poignarder, ou battre son ennemi en guerre, presque le même sens qu'en latin. Le sens moderne du terme peste se précise progressivement à partir du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle avec la découverte de la bactérie causale. Peu importe la terminologie, peste, épidémie ou pandémie, ces fléaux qui se sont déclenchés durant l'Antiquité, ils ont toujours engendré des crises sanitaires économiques, voire politiques terribles. Dans l'histoire de la Méditerranée, on compte une épidémie, la peste, qui a secoué le monde grec, et 3 grands épisodes épidémiques qui ont marqué l'Empire romain. La première, qui a secoué le monde grec, c'était la peste d'Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle est la première pandémie documentée de l'histoire. La peste d'Athènes est en réalité probablement due à une fièvre décrite par l'historien Thucydide, lui-même touché par la maladie. La maladie se manifeste par des fièvres intenses, des diarrhées, des rougeurs et des convulsions. Venue d'Éthiopie, elle frappe ensuite l'Égypte et la Libye, puis elle arrive à Athènes au moment du siège de la ville de Sparte, lors de la guerre du Péloponnèse. On estime qu'un tiers de la ville et d'habitants étaient partis pendant cette épidémie qui a marqué le début du déclin d'Athènes. On a aussi la peste antonine, c'est la peste qui s'est déclenchée sous Marc Aurèle. Elle s'appelle Antonine en rapport avec Antonin, qui s'appelle Marcus Aurelius Antoninus, et règne de 161 à 180. La peste a eu lieu à partir de 166. Et on a la peste de Cyprien, qui se déroule vers 250. Et Saint-Cyprien nous a donné une image frappante de la maladie. Mohamed David il a parlé aussi pendant le premier jour du colloque. Et on a la peste de Justinien à partir de 542, et elle était une peste ravageante, elle était très importante de point de vue impact économique et surtout démographique. La peste antonine ou peste glanique du nom du Galien qui est né entre 129 et 130 après Jésus-Christ, a été un témoin exceptionnel de cet épisode, et les médecins, il a laissé une source très importante. Il décrit très bien cette maladie car il a vu énormément de malades. En 169, l'épidémie, la peste, elle frappe les armées romaines qui sont massées au nord de l'Italie. Et la guerre n'a pas eu lieu car les armées romaines étaient incapables de combattre du fait de l'épidémie. Ensuite, la peste est perdue de vue parce qu'il y a en fait des intervalles. Donc il y en a d'autres en 179, il y a en 182 aussi, en 189-190, et Rome était frappée par cette peste-là. Et un témoin d'ailleurs évoque 2000 morts par jour, c'est ce qui peut être un chiffre réel. Donc
ce sont des épisodes, ce sont des intervalles, ce sont en fait des épidémies qui ont rythmé l'histoire romaine et l'histoire des empires antiques. Mais je reviens aux impacts, en fait, et à la gestion de ces crises, parce que le bilan de ces épidémies de l'Antiquité était toujours lourd. On observe clairement des processus. D'abord, l'affaiblissement des empires affectés n'est pas seulement démographique, il est aussi et tout à la fois administratif, politique, économique, militaire et social, quand le tiers d'une population est emporté. Certains corps de métiers sont décimés à tel point que les corporations cessent d'exister. Des savoir-faire de se transmettre pour peu qu'un seuil critique de membres de l'élite soit mort ou parti, se réfugier sous des cieux plus cléments. C'est toute l'administration des villes et des États qui s'effondre à l'heure où l'organisation devient cruciale, car la société entre en guerre contre l'épidémie et son cortège funèbre étaient les famines et les troubles sociaux qui n'ont pas arrêté de se multiplier. En outre, les souverains de l'Antiquité ont toujours tenté de faire face et de gérer les crises sanitaires. Cette gestion consiste en une prise en charge civique, politique et religieuse, comme maintenant. Il est donc difficile de retrouver nos repères actuels, certes, dont les indications d'un médecin comme Galien. C'est pour cela que l'historien compte sur les prélèvements dans les temples, les analyses ADN de la pulpe dentaire. Les microbes, en général, ils s'incrustent là-bas. Pour la peste, et on peut restituer l'histoire du microbe, mais la variole dont on a parlé aussi reste encore à découvrir. Les maladies, il faut le dire, ils ont aussi une histoire. D'ailleurs, des monnaies datant de l'époque de Justinien nous renseignent sur une forme de gestion de crise. Et là, c'est... voilà, donc c'est les monnaies du règne de Justinien. Et on voit le visage déformé de l'empereur qui était atteint de la peste. Donc, d'ailleurs, des monnaies... et la cervicale. Ouais. Donc, j'aime bien parce que ça m'a beaucoup marqué et j'ai trouvé ça une forme de solidarité, de partage avec la population. Et comme numismate, on a essayé d'interpréter ça comme vraiment... l'empereur, il est là pour rassurer, pour dire, moi aussi, je suis atteint de cette... Et moi aussi, grâce à la protection divine, je suis devenue, en fait, j'ai enfin vaincu la peste, quoi. Donc, l'époque de Justinien nous renseigne sur une forme de gestion de la crise des folesses, donc ce sont des monnaies en bronze en général, au visage de Justinien, déformés, qui sont formés au cours d'une période débutant avec la maladie de l'empereur et durant laquelle, sans aucun doute, la peste régnait. Dans la capitale, l'utilisation de la représentation de l'empereur malade à des fins de propagande et reste, je veux dire, concevable. La population souffrait des difficultés d'approvisionnement de la ville et de l'absence d'intervention des autorités impuissantes devant l'ampleur de la catastrophe. Il était impossible d'assurer journellement l'évacuation et l'ensevelissement des victimes de la peste. Beaucoup de problèmes qui sont là et la population de Constantinople souffrait. La modification de l'iconographie des folesses ne répondait certainement pas à un souci de réalisme, mais avait vraisemblablement une vocation symbolique. Était-elle destinée à rappeler à la population le soulagement que l'empereur avait apporté à sa misère par la distribution de ces pièces? Le message véhiculé pouvait également être la réponse de l'empereur à
sa population, moi aussi, je souffre de cette maladie, ou peut-être ensuite, lors de sa guérison, la proclamation, je suis l'élu de Dieu, la protection divine m'a permis de vaincre cette maladie. Et là, on a en fait quatre pièces de monnaie, et ce sont des pièces qui datent des années régnales. Alors, la première, c'est 512, la seconde, et on voit les traces de la peste, et le gonflement, hein, donc la déformation du visage de Justinien, donc la seconde, c'est 515, l'autre aussi, on voit l'œil carrément, hein, il est enflé, hein, il est atteint, hein, le monsieur. Donc, on voit bien, vraiment, donc, c'était 516, et 519, on voit la guérison. Là, il y a de partage et de solidarité de cet empereur, et c'est une image qu'il a véhiculée, et la monnaie, on sait bien qu'elle véhicule un discours et une image, ça c'est clair. Moi je dis toujours que c'est une forme, c'est pas un discours écrit, mais un discours où on voit l'image et un peu de littérature, on va dire. Mais franchement, c'est impressionnant de voir ces quatre, et c'est une monnaie en bronze, c'est-à-dire une monnaie qui est toujours en circulation, parce que c'est une monnaie pour tout ce qui est en relation avec le quotidien, en fait. Hein? Donc, pour que ça soit aussi touché par cette grande population. Dans cette gestion de crise sanitaire, les riches semblent plus épargnés que les autres. Plus tard, une croyance a été établie comme quoi un lien entre le fait de porter un diamant et celui d'être épargné par la maladie. Nul besoin de croire en la magie des pierres pour expliquer la genèse d'une telle croyance. On trouve là donc un schéma classique, comme quoi meilleure hygiène, capacité financière permettant de se retrancher derrière des murs ou dans une maison de campagne, sollicitation d'avis médicaux de meilleure qualité en matière d'épidémie, comme en d'autres. Avoir de l'argent implique de tenir des meilleurs atouts. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'allais vous rappeler le temps, mais vous avez été formidable. Merci beaucoup, chers collègues et amis. Je crois que finalement vous avez su, comme toujours d'ailleurs, utiliser la numismatique pour un sujet un peu particulier. Je crois que notre collègue Louis aura peut-être des questions encore sur la relation entre les symptômes et que nous voyons sur la monnaie et la maladie, la peste telle qu'elle est généralement reconnue. Donc je vous tends la perche, Abdelrahman. Est-ce qu'on ne confond pas parfois dans les sources entre la peste et le typhus? Parce que les symptômes du typhus sont très semblables à celui de la peste, et parfois je crois que les symptômes décrits par les sources c'était plutôt des symptômes de typhus que celui de la peste. Merci. Et vous avez demandé ça à Zakir. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour, merci. J'ai une question pour la première communication. Vous nous avez montré des monnaies très intéressantes. Et j'ai une question qui est peut-être extrêmement naïve du haut de mon ignorance complète de la numismatie. Mais quelle est la vitesse premièrement, quelle est la vitesse de circulation des nouvelles frappes? C'est-à-dire en réalité, quel est du coup l'impact du discours politique et sa résonance effective, et surtout le décalage qu'il peut y avoir entre une nouvelle frappe et sa diffusion. Est-ce que ces nouvelles frappes, d'ailleurs, quelle est la localisation de ces nouvelles frappes et quelle est la rapidité éventuelle de la diffusion de ces nouvelles frappes, des nouveaux coins à différents endroits de l'Empire, de façon à faire circuler, d'autant plus que j'ai compris qu'il s'agissait en l'espèce de monnaie de valeur relativement modeste, puisque des monnaies de bronze, donc d'un usage a priori plus courant,
et que du coup, l'intérêt, c'est de le faire circuler de façon très très large. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est, bon, j'imagine évidemment qu'en numismatie, on connaît les questions de circulation des frappes, mais du coup, quelle est la relation entre cette circulation des frappes et la circulation des maladies? De la maladie, au sens où, au fond, on sait très bien qu'elle n'apparaît pas à tous les endroits de l'Empire romain au même moment. Merci. Merci beaucoup. C'est Ballon. Oui. Micro. Merci. Donc, les questions Micro, Zaki. par rapport à la... ميكرو حطوا بحث فم حطوا بحث فم Vous avez la parole. voilà Merci. Donc, je parle... نزلت على البوتون Donc, je reviens pour répondre aux deux questions. La première par rapport à la peste. Donc, je viens de préciser qu'il s'agit en fait d'un terme générique où il y a toute désignation par rapport justement à la fièvre. Le premier symptôme qui est la fièvre, d'où aussi la présence de la grande déesse Fébris, c'est-à-dire la déesse de la fièvre. Mais ce qui est très important, c'est que je veux dire, ce fléau, la peste, cette maladie, elle n'était pas par rapport à l'être humain seulement, mais c'était aussi à son alimentation, c'était par rapport à sa nourriture aussi. Donc, parce que cette fièvre-là, elle touche le corps humain comme elle touche les récoltes. Donc, c'est vrai, quand on trouve la peste, certes, maintenant, avec les analyses et tout ça, c'est pas vraiment, c'est-à-dire la peste, c'est un terme générique qui englobe beaucoup de désignations. Mais la base, c'est la fièvre et les symptômes dont j'ai évoqué tout à l'heure. Je reviens à la question de monsieur, qui n'est pas tout à fait, pas du tout naïve, donc là, il y a beaucoup de... Ignorante. non, du tout. Donc, elle est intéressante et importante parce que vous avez parlé de la circulation monétaire, vous avez parlé de ces séries monétaires, du rythme en quelque sorte, et tout ça. Ça rentre, certes, donc c'était un exemple qui était saisissant, et tout ça, et l'exemple, ça m'a intéressé de près par rapport au message, à l'importance du message pendant cette crise-là. Ça reste toujours une série monétaire qui était en bronze, parce que le bronze, c'est la circulation quotidienne, en fait, et ça touche le plus grand, c'est-à-dire une large palette de la population et tout ça, et parce qu'en général, l'empereur, quand il décide de faire, par exemple, ce qu'on appelle les donativa, ou bien des choses très officielles, pas forcément, ça n'arrive pas à cette population-là. Mais c'était une forme de solidarité. C'est le premier discours, c'est tellement rare, vraiment. Donc, et c'était par rapport à cette maladie qui faisait des ravages. Et le message, c'était la solidarité de l'empereur vis-à-vis de ce sujet et de sa population. Merci beaucoup. Je vous ai répondu. À vous, madame.